Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui dans un décor absolument inédit mais qui vous est bien sûr familier, la Dame de Fer. La voilà, la fameuse Tour Eiffel. Que serait Paris sans ce monument historique, comme que serait le PSG cette saison sans Neymar et Lionel Messi? Notre sujet aujourd'hui, leur association, et puis on va faire un petit état des lieux pour chacun des joueurs. Voilà, alors avant de commencer, je vous préviens juste qu'on va se faire un petit tour de Paris au travers des vidéos. Voilà, à chacune de mes vidéos, j'irai chercher un spot bien sympa parce qu'à Paris, on n'en manquera jamais, on ne se lassera jamais de cette ville évidemment. Et puis je voulais commencer avec le grand classique, la Tour Eiffel. En tant que supporter parisien, c'est toujours cool, c'est elle quand même qui est présente sur le blason du club. Alors, Neymar, Lionel Messi qui se retrouvent. Je voudrais commencer d'abord par les égos parce que c'est quelque chose qui a évidemment fait parler sur les médias, c'est quelque chose qui fait vendre d'abord, mais je voudrais quand même prendre à contre-pied la tendance qui vise à dire oui mais comment Mauricio Pochettino va réussir à gérer tout ça? D'abord les bruits qui courent, et que vous le vouliez ou non, c'est peut-être pas le plus grand des tacticiens, c'est peut-être quelqu'un qui a une communication trop plate à notre goût. Mais Mauricio Pochettino est apprécié des joueurs et c'est même un des entraîneurs qui fait le plus unanimité auprès du groupe selon tout ce qui se dit dans les médias. Moi j'ai aucune information bien évidemment, je tire tout ça des médias. Donc au niveau des égos, je ne suis pas sûr que le secteur qu'est l'attaque parisienne, avec Mbappé, Di Maria, Neymar, Messi, Draxler, Icardi, ne soit le premier des problèmes en termes de gestion des personnalités et tout ça. D'abord parce que Neymar joue 50% des matchs, ça te retire tout simplement une grosse responsabilité dans ta gestion. Ensuite parce que Di Maria respecte Messi plus que n'importe qui et pourrait accepter, on va dire, une relégation. Mbappé, bon voilà, pareil, c'est pas quelqu'un qui, je pense, va faire part de ses états d'âme vis-à-vis du terrain. C'est plus lui les responsabilités qui le concernent, mais en termes tactiques, bien sûr qu'il sera toujours titulaire, et puis c'est aussi parce que sa régularité parle pour lui tout simplement. Et puis de l'autre côté, on a Lionel Messi quand même, qui a 34 ans et qui va quand même avoir une saison éprouvante, notamment au niveau de la sélection nationale. Je voudrais aussi m'arrêter là-dessus. Idem pour Di Maria, c'est valable pour les deux. D'abord, ce sont deux joueurs qui commencent à vieillir, donc qui ne feront pas non plus tous les matchs qu'ils sont en mesure de jouer. La preuve, là aujourd'hui nous sommes vendredi, demain un match contre Clermont, Messi et Neymar viennent d'arriver à Paris, impossible donc de jouer demain. C'est évidemment éprouvant, le décalage horaire, les trêves internationales et tout ça. Et puis on peut aussi se demander si Lionel Messi ne va pas tout simplement plus donner à sa sélection qu'à son club, avec en ligne de mire la Coupe du Monde 2022. Mais ça, ce serait être évidemment mauvaise langue. Mais voilà, dans tous les cas, je pense qu'en termes de répartition des temps de jeu pour satisfaire les égos et les personnalités, je ne pense pas que ce secteur de jeu sera le plus problématique pour Mauricio Pochettino. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est à l'instar par exemple de la défense. Là je me fais aucun souci entre Ramos, Kimpembe qui doit souffler absolument et qui surtout prend des suspensions, se blesse aussi. Marquinhos, voilà, qui est blessé souvent aux adducteurs, qui est une zone assez sensible. Et puis quand bien même Sergio Ramos commencerait tout simplement au PSG, puisque en 2 mois et demi au PSG on ne l'a toujours pas vu sur le terrain. Donc voilà, je pense plutôt qu'un secteur comme le poste de gardien, avec la cohabitation entre Donnarumma et Keylor Navas, pourrait éventuellement se montrer bien plus problématique. Allez, on va enchaîner avec tout simplement un état des lieux pour les deux joueurs. On va commencer avec Neymar évidemment. Alors un joueur qui joue d'abord 50% des matchs, je pense que c'est la statistique à retenir pour pouvoir se projeter au PSG, puisque c'est l'axe de progression majeur pour lui, qui s'est réinventé. En signant au PSG, on n'a pas du tout le même Neymar, comme on n'aura pas du tout la même association que celle que l'on a vue en 2015 avec la fameuse MSN au FC Barcelone. Bien évidemment, il ne faut absolument pas s'attendre aux mêmes séquences de jeu entre les deux joueurs. Voilà, les mêmes automatismes, on va dire, parce que ce ne sont plus les mêmes. Neymar, ses blessures, évidemment, ont forcé ce changement de profil. Peut-être aussi tactiquement, le fait qu'il ait eu les clés du jeu parisien lorsqu'il était sur le terrain, notamment dans les grands rendez-vous. On rappelle aussi que Neymar, on peut tout lui reprocher, mais lorsqu'il est là, c'est celui qui tire l'équipe vers le haut. C'est vraiment le leader, qu'il soit technique, par la parole aussi évidemment. Et puis en termes de statistiques, voilà, c'est pas celui qui va bégayer dans les grands matchs. Contre Dortmund, contre Liverpool, il a été là, il a tiré l'équipe vers le haut. Je pense qu'aussi à l'entraînement tous les jours, c'est pas quelqu'un qui pose problème, c'est vraiment un leader. Ça, il faut évidemment le souligner, même si bien sûr c'est un bon vivant. On peut lui reprocher le fait que lorsqu'il se blesse, il mette plus de temps, on va dire, qu'un autre joueur normal
à revenir à son plus haut niveau. C'est vrai qu'il y a toujours un petit temps de 2-3 matchs durant lesquels il a une perte de lucidité ou durant lesquels tout simplement il ne peut pas finir les 90 minutes, comme en août contre Reims. On a vu un Neymar absolument émoussé. Donc voilà, sinon d'un point de vue tactique, évidemment qu'il est capable de jouer n'importe où. On peut même l'imaginer en tant que relayeur, on l'a vu contre Reims la saison dernière, en tant qu'ailier bien sûr, en tant que faux numéro 9 en Ligue des Champions sous Thomas Tuchel. Donc voilà, Neymar, petit état des lieux de son aventure parisienne, l'axe de progression majeur, c'est évidemment la régularité. Et puis cette saison, les allers-retours avec la sélection brésilienne ne va sûrement pas aller en la faveur de cette fameuse progression. Et donc Lionel Messi, celui sur lequel je voudrais m'arrêter le plus possible, parce que Neymar, c'est vraiment au niveau de l'association qu'on va s'arrêter. Par contre, Lionel Messi, c'est plus personnellement. Bon, déjà, il commence à avoir de l'âge, il signe au PSG à un certain âge, on peut avoir des doutes sur son physique, surtout que les mauvaises langues diront qu'il privilégiera sa sélection argentine à son club, du coup qu'il mettra toute son énergie, on va dire, avec la Coupe du Monde 2022 en ligne de mire. Perso, je ne fais pas partie de ces gens-là, mais par contre, je fais partie des gens qui ne se font aucun problème pour la répartition des temps de jeu. D'abord parce que voilà, la saison va être éprouvante au niveau des sélections nationales. Les allers-retours, les décalages horaires, je pense que c'est le pire que les matchs qu'il va jouer là-bas en Amérique du Sud. Et d'un point de vue purement personnel, Lionel Messi est un joueur qui a évolué. Voilà, c'est plus l'ailier virevoltant qui est capable de faire des différences avant tout par ses déplacements, sa vitesse, évidemment, sa tonicité sur les appuis, sa conduite de balle et tout ça, son agilité aussi parce qu'il est petit, centre de gravité c'est le plus bas. Aujourd'hui, c'est plus ça. Lionel Messi lui-même le dit, il axe plus son jeu sur la distribution, le fait d'être un petit peu plus bas, un petit peu plus dans l'axe tout simplement, et puis voilà, passer plutôt que d'être dans le dernier tiers du terrain. De ce point de vue-là, on peut évidemment dans un premier temps espérer voir un Neymar un petit peu moins surresponsabilisé, comme c'était le cas sous Thomas Tuchel ou la saison dernière lors des grosses échéances de Ligue des Champions, c'est-à-dire que dans la remontée des ballons, personne de créatif pour pouvoir apporter de la fluidité et puis tout simplement distribuer devant. Donc Neymar obligé de descendre assez bas pour remonter le ballon tout seul. Ensuite devant, pas trop de mouvement, donc perte en lucidité dans le dernier geste. Et puis surtout voilà, le fait qu'il peine à chercher ses partenaires et surtout qu'il en vienne tout simplement à jouer la faute trop de fois dans un match. Voilà la première des dimensions à prendre en compte avec le jeu de Lionel Messi qui joue un peu plus bas. Secondement, je voudrais évidemment, Neymar, on a toujours eu ce petit problème de simplicité. Comme je le disais, il joue trop de fois la faute, il perd en lucidité, la faute peut-être à sa surresponsabilisation dans les derniers tiers du terrain. Mais Lionel Messi, c'est tout l'inverse. Lionel Messi, c'est un joueur qui est très simple, qui joue en première intention et ça va faire beaucoup de bien au PSG. Pour moi, c'est top 2, voire top 3 des plus gros bénéfices qu'il va apporter tactiquement au club. Et secondement, évidemment, en termes de bénéfices, on reste toujours à ce rayon-là, c'est aussi ses qualités de finition. N'oublions pas que Lionel Messi, dans la surface de réparation, est excellent. Voilà, il est capable d'utiliser toutes les surfaces de son pied, il est très agile bien sûr, comme je le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, même si aujourd'hui il axe plus son jeu sur la distribution. N'oublions pas qu'au PSG, le seul réel finisseur, celui qui fait vraiment des grosses saisons en termes statistiques, c'est Kylian Mbappé. Icardi, lorsqu'il n'est pas blessé, eh bien, il est sur le banc tout simplement. Neymar a aussi perdu en lucidité, ça a fait partie des petits éléments néfastes, on va dire, de l'évolution de son jeu. Le fait qu'il perde en lucidité devant le but, dans le dernier geste. Alors c'est aussi peut-être aussi du ressort de sa surresponsabilisation, mais dans tous les cas, Lionel Messi va faire beaucoup de bien là-dedans. Il y a aussi la question de l'occupation de l'espace, évidemment pour les deux, parce que les deux sont attirés vers l'axe, et c'est ici qu'on en vient à l'association. Donc du côté de Neymar, je pense que l'enjeu numéro 1 pour valoriser Neymar, ça va être de ne pas lui donner le même rôle que Lionel Messi. Les deux ne doivent pas être attirés par la même zone, à savoir l'axe évidemment, et je pense que dans cette optique, il vaut mieux dire à Messi, 34 ans, qui, on le rappelle, ne presse pas, ne met aucune intensité, ne redescend pas. Et c'est, voilà, on ne peut pas lui demander ça, on ne va pas lui demander de se réinventer dans cette mesure à 34 ans. Donc là-dessus, on ne peut rien lui dire. Donc on ne va pas dire à Lionel Messi, fais ci, fais ça. Non. Donc pour moi, c'est à lui d'être dans l'axe du système de Mauricio Pochettino. Et de l'autre côté, par contre, Neymar, qui est un peu plus jeune, et qui surtout arrive à un tournant de son histoire avec le PSG, de se réinventer dans la mesure où tout ça repose sur sa forme physique bien évidemment, son explosivité, sa vivacité qu'il va falloir qu'il retrouve, son agilité aussi ballon au pied parce qu'il sera assujetti à avoir différentes conduites de balle,
Les débordements par exemple sera une séquence qu'il retrouvera un petit peu plus parce que pour moi il faut que Neymar retrouve ce poste d'ailier et Lionel Messi joue dans l'axe. Et puis derrière évidemment les milieux de terrain compensent, Neymar peut revenir bien sûr vers l'axe, mais les deux ne doivent pas se marcher dessus. C'est pour ça aussi que dans ma vidéo 11 parfaits sur le milieu de terrain, je réservais la place de relayeur droit à celui qui sera le plus capable de presser, contre-presser, mettre de l'intensité, de la densité, qu'elle soit athlétique ou en termes de volume de jeu, et surtout combler, combler les manques, évidemment, compenser les montées d'abord d'Achraf Hakimi qui n'est pas à délaisser parce qu'on ne va pas lui demander de se cantonner, de se brider simplement à un rôle de défenseur parce qu'il est capable d'apporter beaucoup, ce sera sûrement le point névralgique de l'équilibre, de la structure de l'équipe de Mauricio Pochettino, Achraf Hakimi, parce qu'il faut absolument qu'il monte, il faut absolument qu'on profite de ses qualités offensives, ses qualités avec le ballon pour proposer bien sûr, pour perforer un bloc. C'est assez paradoxal de dire quand même d'un latéral dans un système à 4 défenseurs qu'il est capable de perforer un bloc. C'est le cas d'Achraf Hakimi, parce qu'il est explosif, parce qu'il est très vif, parce qu'il est aussi capable par son positionnement d'apporter de la largeur et tout le monde sait ô combien c'est très important au PSG, surtout en Ligue 1, d'avoir un bloc très large pour contourner les blocs de Ligue 1 d'abord et puis en Ligue des Champions tu te retrouves très souvent dans des séquences un peu similaires dans lesquelles il faut tout simplement chercher les ailes pour pouvoir étirer et trouver dans l'axe la brèche et l'intervalle entre deux défenseurs. Donc voilà, il faut un milieu de terrain qui puisse contre-presser pour Lionel Messi et combler les manques évidemment que va laisser Achraf Hakimi sur son couloir. Concernant l'association entre Lionel Messi et Neymar, comme je disais, l'enjeu numéro 1, c'est la forme de Neymar en termes de régularité et surtout physiquement, puisqu'il faut qu'il retrouve toute sa vivacité, son explosivité, parce qu'il sera ailier, il va maintenant déborder, sa conduite de balle, voilà, il va falloir qu'il la retravaille parce que c'est quelque chose qu'il n'a pas vraiment eu à faire au PSG, ce n'est pas un registre qu'il a vraiment adopté depuis son arrivée en 2017. Là, je pense qu'il va falloir lui demander ça tactiquement parce que celui qui sera au milieu de terrain pour fluidifier les circuits de balle et faire monter les ballons, ce sera Lionel Messi. Il va aussi falloir beaucoup de largeur. Pour moi, vraiment, les 3 enjeux tactiques de Mauricio Pochettino, c'est en premier lieu, avant même l'attaque, c'est arrêter de défendre comme des bites tout simplement. Parce que tu sais, on sait tous très bien qu'à l'entraînement, ça ne travaille pas la défense. Que ce soit l'alignement, le placement, le marquage et tout ça, tu sens qu'il n'y a pas vraiment de travail, pas vraiment de tactique. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est avant tout parce que là, c'est flagrant, c'est pas possible d'encaisser autant de buts et surtout des buts bêtes. Pas des buts casquettes, mais des buts qu'on pourrait s'éviter si on travaillait un minimum défensivement. Ensuite, la question de l'équilibre arrive, bien évidemment. Et en 3e lieu, je placerai quand même la largeur parce que moi, si j'étais entraîneur, je miserais beaucoup sur la largeur. Dans ce PSG-là, où tu as Kylian Mbappé qui va sûrement jouer en pointe dans l'axe, des milieux de terrain qui n'écartent pas forcément par leur placement, Marco Verratti qui est globalement attiré vers l'axe, des latéraux. Alors jusque-là, on a eu le modèle Thomas Tuchel avec un latéral qui monte et l'autre qui compense, ce genre de système asymétrique. Mais là, le problème, c'est qu'avec Nuno Mendes, Bernat et Hakimi de l'autre côté, le système asymétrique, tu peux peut-être l'oublier, à moins que tu fasses un système, une fois c'est Hakimi qui monte et Bernat qui compense, et l'autre fois c'est l'inverse. Mais dans tous les cas, les deux qui montent à la fois, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc la question de la largeur se pose aussi, dans une autre mesure, celle de ne pas se retrouver avec Neymar et Lionel Messi qui se marchent dessus dans l'axe. Donc pour moi, Neymar doit jouer ailier. Voilà, c'est ce que je ferais si j'étais à la place de Mauricio Pochettino, lui faire travailler son physique, sa vivacité au niveau de ses appuis bien évidemment, sa conduite de balle, les débordements, revenir dans l'axe aussi bien sûr, et puis Lionel Messi, je le rappelle, par sa simplicité va beaucoup apporter, par son talent tout simplement aussi, et par ses qualités à la finition. On n'oublie pas aussi ses qualités à l'entrée de la surface. Voilà, il est capable de marquer des buts de loin. Alors l'exemple parfait, c'est les coups francs, les coups de pied arrêtés. Bien sûr qu'il va faire du bien là-dessus parce que c'est vrai que Neymar en termes de coups francs ces derniers temps, c'est plus trop ça. Et au PSG, à part Di Maria, on n'a pas trop de tireurs. On espère qu'il va faire du bien. Au niveau des pénaltys, pas de problème. Neymar est un des plus élégants, on va dire, mais tout aussi efficace au monde. Sergio Ramos, à ne pas oublier aussi. Et puis Lionel Messi, même si ce n'est pas l'exercice dans lequel il excelle le plus. Kylian Mbappé aussi, qui les frappe. Alors, c'est vrai qu'il y a l'exemple de la Suisse, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Mais voilà, pour cette association entre Neymar et Lionel Messi, je voulais développer quelques petits points tactiques, quelques petits enjeux tactiques pour essayer de bonifier cette équipe, parce qu'évidemment, ce sont des grands joueurs, tu ne peux pas leur donner
trop de consignes, pas trop les brider non plus. Donc voilà ce que je ferai, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle est assez longue à mon goût, j'espère que le son sera bon dans ce décor. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite idée, que je trouve très sympa bien sûr, hein. On ira dans d'autres recoins un petit peu plus secrets de Paris. Après, je vais découvrir cette ville dans laquelle je viens d'emménager, mais que je connaissais déjà avant. Mais voilà, pourquoi pas faire sur les toits de Paris aussi, voilà, aller se poser dans un rooftop, mais n'hésitez pas à me donner des idées tout simplement de décor, parce qu'en plus, pour vous raconter ma journée, ce matin, c'était une journée 100% PSG ce matin, alors je tourne cette vidéo vendredi, elle sortira probablement dimanche ou lundi, mais je me suis levé ce matin à 10h, à 11h j'ai tourné une vidéo, à midi je me suis rendu au Camp des Loges, et puis au Camp des Loges, j'y ai attendu jusqu'à 17h. Je suis resté jusqu'à 17h, alors là-bas on a discuté avec certains supporters, et puis quand il y avait des petits moments de flottement, je faisais le montage de ma vidéo tout simplement, et je la mettais en ligne, je m'occupais de tout ce qui est droit d'auteur, voilà, les vidéos skills, ça prend du temps à mettre les vidéos skills que je mets en illustration. Et puis après, à 17h, après avoir gratté ma petite photo avec Sergio Ramos, qui a été le dernier à sortir du Camp des Loges, bien après tout le monde, et en même temps que Keylor Navas aussi, je suis rentré chez moi et puis j'avais un petit goût d'inachevé. Alors je me suis dit, allez, pourquoi pas aller dans Paris, soit tu y vas pour te prendre un petit apéro, soit tu peux essayer de, aller tourner une vidéo. Et du coup voilà, c'est ce que j'ai fait. Je vais rentrer tranquillement chez moi, faire le montage dans le week-end et vous poster ça dimanche ou lundi. J'arrête de vous raconter ma vie, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les petites vidéos pêle-mêle comme ça, parce que pour moi la vie étudiante commence, donc évidemment les vidéos travaillées avec du travail en amont, ça va être un petit peu plus compliqué, à moins évidemment que je prépare mes textes, mes scripts dans l'amphi pendant mes cours. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît en tout cas, ces petits formats. On va essayer de varier et de trouver des petits contenus originaux bien évidemment. Demain, demain, vous vous en rendrez compte, le match sera terminé, mais je vais voir PSG Clermont, donc je suis tout excité. Allez, très bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous. Je vous rappelle qu'il y a un concours pour gagner un maillot de Lionel Messi sur la vidéo 11 parfaits le milieu de terrain, et puis on se dit à très vite. Ciao.